prochaine chronique, Pierre, va être à ton doté. C'est quoi ta chronique cette semaine? Chronique bio, donc si vous aimez les carottes bio, si vous aimez les légumes bio, je suis là pour vous en vendre parce que moi aussi je suis un des meilleurs vendeurs. Non, chronique biographie et quoi de mieux que de profiter du temps du WrestleMania, toute cette vague de gens qu'on apprend qui vont être intronisés au temple, oui, de la renommée, le Hall of Fame. Donc une petite biographie sur le grand Paul Heyman. Donc, Paul Heyman qui est né le 11 septembre 1965, qui est un manager de lutte professionnelle américaine, bien évidemment, un ancien promoteur et dirigeant aussi de compagnie. Il est actuellement signé à la WWE. Il apparaît sous la brand SmackDown en tant que Wiseman pour Roman Reigns. Si vous suivez un peu le produit, j'imagine que oui, vous êtes au courant de tout ça. Heyman a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1986. Il est devenu connu comme PDG et créateur ou Head of Creating pour Extreme Championship Wrestling ECW de 1995 jusqu'à sa fermeture en 2001, oui. Est-ce que tu sais si son entrée en lutte était en coulisses ou était plus derrière, devant l'écran en personnage? Je m'en viens vers là. Là? Tu veux tout savoir ça? Parce qu'avant, justement, avant de devenir propriétaire de ECW, il était manager, ça m'a fait rire, c'est manager sous le nom de Paul E. Dangerously ou Paul E. Dangereusement. Dans le World Championship Wrestling, donc la WCW, entre autres aussi dans, je pense, la NWA, il a fait quelques petits fédérations comme ça là, dans le temps qu'il y avait encore un peu là, des territoires et tout ça. À la WWE, Heyman a dirigé ou a été manager d'un nombre record de 6 champions du monde: Big Show, Kurt Angle, Rob Van Dam, CM Punk, Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc, c'est lui qui détient le record d'avoir été manager du plus grand nombre de champions du monde. Heyman est largement considéré comme un des plus grands managers de l'histoire de la lutte professionnelle. Il a été intronisé au temple de la renommée du Wrestling Observer Newsletter en 2005. Ça fait quand même un élan. Puis il sera intronisé cette année, donc pendant les festivités de WrestleMania au temple de la renommée de la WWE. Il aurait été intronisé avant, mais c'est lui qui refusait d'être intronisé. Donc, d'après moi, ça fait depuis déjà quelques années qu'on l'incite, qu'on veut qu'il soit intronisé, mais c'est lui qui disait non! Non, pas encore, c'est pas encore le temps. Je pense qu'il parle de même dans la vie. C'est pas là, c'est pas le temps. Si on revient dans le temps, on recule un peu. Heyman est né dans le quartier du Bronx à New York. C'est un New-Yorkais le 11 septembre 1965. Ça a l'air qu'à sa fête de 36 ans, c'était mollo. On va dire ça de même. Ouais. Heyman a décidé qu'il voulait travailler dans la lutte professionnelle. Quand il a vu Vince McMahon interviewer Superstar Billy Graham à la télé, il a vu ça, puis il a fait comme c'est l'air intéressant ça. Un gars qui parle comme ça, avec un autre gars qui parle comme ça a l'air que ça l'a interpellé. T'sais. Il a commencé comme photographe à l'âge de 13 ans, Maxime. Il a même acheté son propre lab photo pour prendre des photos, tout le kit qu'il a besoin pour devenir comme photographe de lutteur professionnel dans New York. New York était comme la mecque de la lutte dans ces années-là. Fait que, il a fait... il a même son propre bulletin d'information, son propre genre de magazine, de Wrestling Time Magazine, puis il a même écrit pour d'autres magazines comme Pro Wrestling Illustrated, qui pourrait répondre à ta question. Oui, il a commencé complètement en arrière, littéralement, d'une caméra, où il prenait des photos, il a été photographe. À l'âge de 14 ans, c'est jeune, il a commencé très jeune, à l'âge de 14 ans. Un passionné. Complètement. Il appelle Capital Wrestling Corporation, qui est comme la société mère du World Wide Wrestling Federation, la WWF dans le temps. Puis il obtient un laissez-passer pour les coulisses du Madison Square Garden, qui est son premier travail officiel en tant que lutte professionnelle. Puis c'est là qu'il réussit à photographier des grands lutteurs, ou des grands, pas lutteurs, mais des grands managers, surtout de la WWF à l'époque, Lou Albano, Fred DeBlassy et The Grand Wizard. Puis sans le savoir, il commençait déjà comme un peu trouver son personnage, ce qu'il allait devenir dans la lutte professionnelle. Fait qu'en prenant des photos de ces gens-là, de ces grands managers-là, il commençait à façonner un peu ce qu'il allait devenir plus tard, sans même le savoir. Il y a beaucoup de ces photos qui ont été publiées aussi dans le Pro Wrestling Illustrated. Fait que, pour un jeune adolescent, il était quand même très intelligent.
Ensuite, il réussit à se faire engager et de travailler avec Jim Crockett, avec Dusty Rhodes, puis il apprend le métier de promoteur. C'est là où il réussit à vraiment apprendre comment tirer les ficelles, puis comment prendre sa place, puis comment diriger une compagnie. Il saute de promotion en promotion un peu. Il devient gérant de plusieurs lutteurs jusqu'en 88, où il travaille un peu plus intensément. Gérant pour vrai, là, pas à l'écran. Gérant, c'est ça. Oui, exactement, gérant backstage. Qu'on trouve, signé contrat. Oui, exactement. Il travaille encore en arrière de la caméra, pas manager de lutte, là, vraiment gérant. Il travaille avec les lutteurs backstage. Puis il a commencé en avant de la caméra comme commentateur à la NWA et à la WCW, entre autres, où il a travaillé avec le grand Jim Ross. Entre autres, il a réussi à quelques moments être assis à côté de lui pour commenter la lutte. Fait que, je pense que c'est quand même une très bonne école de travailler avec Jim Ross. En 93, après un renvoi surprise de la WCW, il travaille comme booker à la ECW. Mais c'est pas la ECW que nous, on connaît. C'est la Eastern Championship Wrestling. Il travaille comme booker pour cette fédération-là pour finalement la racheter et, en 95 et la transformer en ce qu'on connaît de la ECW, donc la Extreme Championship Wrestling. Rendu en 95, il a travaillé en arrière de la caméra, mais il a aussi commencé à travailler en avant de la caméra. Il a été manager, entre autres, de Bam Bam Bigelow. C'est un de ses premiers clients qu'il a eu en avant de la caméra qui l'a géré. Il a aidé beaucoup de lutteurs comme Stone Cold Steve Austin dans le temps où il était avec, quand il avait encore sa belle grande chevelure blonde. Mais en fait, à la WCW, il y a eu beaucoup de bons lutteurs qui, quand ils ont fait le saut de l'autre bord, sont devenus très over. Mais qu'on dirait le pif de Paul Heyman était déjà bon. Ouais. Parce qu'il était mis, c'était comme tous des lutteurs qui étaient mis dans des positions low card à WCW, mais quand ils ont fait le saut, ils ont tous devenu des superstars. Comme pris toutes les skills que Heyman leur a donné ou comme tout ce qu'il leur a montré pour aller l'appliquer de l'autre côté. Puis c'est ça, Paul Heyman devient donc le chef, la tête de Extreme Championship Wrestling. Le reste, c'est l'histoire. Je n'irai pas en détail dans tout ce qui suit parce que c'est toute une histoire qu'on connaît. La ECW qui devient la troisième plus grosse Fed pendant l'Attitude Era aux côtés de la WCW et la WWF. La WWF qui finit par racheter la WCW, oui, mais aussi qui rachète la ECW. Tout ce qui s'est passé dans le milieu des années 2000 et après ça, tout ce qu'on essaye d'effacer. On essaie de faire comme si la ECW n'existe plus maintenant dans la WWE. Fait que, un peu un pan d'histoire qui est comme effacé, puis c'est malheureux. Quelques faits farfelus sur la carrière de Paul Heyman. Plus difficile à trouver des faits farfelus sur sa carrière parce que c'est comme un livre ouvert, cet homme-là. Il n'a rien à cacher. Lui, il met tout de l'avant. Il réussit à faire un work de tout ce qu'on lui met en avant de lui. Fait qu'il a commencé sa carrière comme photographe à 13 ans. Mais il a dû mentir sur son âge pour avoir son premier contrat. Donc, le premier contrat qu'il a eu à Madison Square Garden comme photographe à 13 ans, il a dû mentir sur son âge pour réussir à avoir une passe. Paul Heyman, dans le gros temps, dans le temps que la ECW était très, très populaire, était presque qu'une menace pour les grandes fédérations, la WWF lui donnait un montant d'argent par semaine pour utiliser quelques lutteurs de la ECW, des gars comme Too Cool Scorpio qui ont fait le saut, Rob Van Dam qui ont aussi fait quelques apparitions dans la WWF, même s'ils étaient signés officiellement avec la ECW, donc Heyman qui était sur le payroll de la WWF avant d'être un employé de la WWF, donc un tour de force de cet homme-là qui a toujours été, on dirait, un peu en avant de la game, qui était comme un peu en avant des modes, puis en avant de tout ce qui se faisait, qui a toujours été super wise, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Wise Man maintenant. Paul Heyman qui mérite amplement sa place dans le Hall of Fame. Vous, c'est quoi vos impressions? Qu'est-ce qui vous laisse comme dans votre imaginaire, Paul Heyman? C'est quoi vos souvenirs de cet homme-là? Ben, je peux commencer. Moi, la première fois que j'ai vu Paul Heyman, c'était en 2001, pendant que Jerry Lawler était hors de la compagnie, que c'est lui qui a pris la place aux côtés de Jim Ross comme commentateur. Et
il a intégré aussi l'angle de l'invasion de 2001. Mais moi, déjà, juste la dynamique entre lui et Jim Ross, c'était excellent. Ça valait quasiment genre Jerry Lawler. Puis non, les deux, ça me faisait rire à quel point genre, Paul Heyman disait ouvertement qu'il détestait travailler avec Jim Ross. C'était juste pour la gimmick, c'était juste pour le personnage, c'était excellent. Puis après ça, moi j'étais là, le Raw après Mania en 2002 au Centre Bell lorsque Brock Lesnar a fait ses débuts. Ouais. Wow. Après ça, Heyman être avec Brock, j'ai vu quand je me souviens quand ils ont ramené ECW One Night Stand, la grosse promo que Heyman faisait sur le monde de la WWE, il est incroyable. Tu disais tantôt, ça faisait longtemps qu'il voulait l'introniser et qu'il attendait le bon moment. Mais cette année, vu que c'est à Philadelphie, qui est comme la maison mère la maison mère de la ECW, je pense que c'est justement la bonne année. Ouais, un très bon film. Amplement mérité pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Ah, ben oui. Définitivement. Puis, Heyman, j'ai l'impression qu'il a toujours été bon, mais il était pas dans la bonne époque jusqu'à ce que, mettons, au milieu des années 2000, les réseaux sociaux arrivent. J'ai toujours vu Heyman comme un gars qui comprenait ce genre de... les fans, mettons, un peu passionnés. T'sais, il faisait un produit pour les gens passionnés comme lui, mais plus fans, qui sont pas dans l'industrie. Mais à une époque, avant 2000, c'était pas nécessairement cette clientèle-là qu'on visait dans les grandes fédérations. On visait plus le casual fan, ou tu sais, puis les autres, ben, ils prendront bien ce qu'on veut. Ils travaillaient avec le kayfabe avant de travailler avec le kayfabe, comme on le voit présentement, là. Exact, puis j'ai l'impression que avec l'arrivée des réseaux sociaux, là, il fait juste exploser encore plus, parce qu'il y avait déjà cette mentalité-là avant que ça arrive, tout ça. Mm-hmm. Mais, bon, on n'était pas dans une époque où ça fitait bien. Fait que il est comme arrivé au bon moment, à la bonne place, au bon moment aussi de sa carrière, où c'est au moment où il a le plus d'expérience aussi. Fait que, il y a un bon timing. Puis moi, je vais toujours me rappeler du pif de Paul Heyman, parce qu'il y a quand même une bonne moyenne au bâton quand il décide qu'il met son stamp sur quelqu'un. Oui, évidemment, tu vas avoir des Curtis Axel. Qu'est-ce que j'avais pour dire? Curtis Axel, là, ouais? Mais à travers tout ça, t'as tellement de grands champions que, tu sais, là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que ces gens-là auraient réussi si Paul Heyman n'avait pas été là, ou ils ont réussi? Tu sais, Paul Heyman les a vus, puis Paul Heyman est juste bon pour voir le talent. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est bon pour voir le hit factor. Surtout. Parce dans la liste que j'ai nommée tantôt, peut-être le moins talentueux, c'est Big Show, mais Big Show dans son prime à WCW était aussi bon que... Puis ils ont tous des hit factors, souvent, les personnes avec lesquelles il va s'associer. Puis t'as pas, tu sais, on va souvent se dire c'est quoi le prototype que Vince aimait. Ben, on l'a tous un peu en tête, ça ressemble à quoi. Alors que Paul, ça avait pas rapport au physique ce qu'il aimait. Ça avait rapport à quel point tu es capable d'être charismatique, captivant, puis que tu as quelque chose que personne d'autre a, puis était capable de cibler ces personnes-là, qui soient petites, qui soient grandes, qui soient des big men, des gars musclés. Il allait tout le temps chercher ce qui était unique chez les lutteurs, puis il s'associait avec ces gens-là. Fait que, tu sais, je vais toujours respecter beaucoup son pif de... C'est ça, tu sais, c'était Van Damme, Big Show... Stone Cold en début de carrière, Mark Calloway avant qu'il devienne Taker, Kurt Angle, Kurt Angle c'est plus simple, mais CM Punk c'était quand même un gros guess de dire je vais le pousser, puis c'est par le my skill que CM Punk puis par sa arme puis sa passion, puis Lesnar, ben là évidemment c'est un total package, mais il l'a quand même mis de l'avant, découvert, fait que poussé plus rapidement que ce qui aurait peut-être été. Mean Mark Calloway, qui s'appelait son personnage, sa gimmick. Puis je trouve ça toujours fascinant qui a été gérant d'un gars comme CM Punk, qui n'a pas besoin de gérant nécessairement. CM Punk il est capable de se débrouiller tout seul avec un micro, il est capable de se débrouiller tout seul dans des promos, dans le ring, mais le pairing avec Heyman, moi je l'ai pas vécu, je n'écoutais pas la lutte à ce moment-là, mais je peux juste deviner qu'avoir un duo, que peu importe
à qui tu t'adresses, tu sais que tu te fais ramasser là, au micro. Ça doit être un tour de force de voir ce duo-là. Là. Ah, vraiment, ben à l'écran, c'est incroyable. Je pense que Paul Heyman a été plus meilleur dans l'association avec Punk pour naviguer dans le jeu de coulisses. Ouais. Que peut-être Punk qui était moins... Je sais pas. Un peu plus agressif, disons. Avec Paul un peu plus diplomate dans sa manière de faire. Mais à l'écran, oui, c'était incroyable comme duo. Ça va rester des meilleurs, plein de très bonnes promos. Toute la confrontation Lesnar-Punk, moi j'avais bien aimé. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ce 4-5 mois-là était quand même efficace avec Paul Heyman un peu aussi au centre de ça, vu que c'était ces deux poulains. Fait que mérité assurément, puis avec Philadelphie encore plus, un bon fit. Fait que c'est sûr qu'elle a c'est quelqu'un de très avant-gardiste aussi au niveau créatif. Ouais. Oui. Parce que avant même la Attitude Era, la ICW faisait déjà des choses justement qui... Il s'est fait voler, selon moi, cette gimmick-là par la WWE, qui a vu que ça marchait à ICW. Là. La création de la Extreme Championship Wrestling en 93, c'est une idée de Paul Heyman, c'est Shane Douglas qui gagne un tournoi pour le NWA, World Heavyweight Title, qui est un titre qui est prestigieux en histoire, qui à ce moment-là était vraiment dans un creux de vague. Il énumère les grands champions NWA du passé, des légendes, puis il finit en disant ils peuvent tous m'embrasser le cul ou manger mon cul, quelque chose comme ça, puis il garoche la ceinture, puis c'est comme ça que la Eastern Championship Wrestling est devenue la Extreme Championship Wrestling. Ça, c'est en 93, là, c'est avant, tu sais, on est dans une époque où à la WWF, c'est le scandale. Ça cherche beaucoup. Ça cherche énormément à l'écran. Ça cherche énormément, tu sais. Parce qu'on est dans ouais, c'était le bout bizarre fin des années 80 où c'était très un peu super-héros cartoon. Gimmick, genre un joueur mais là, on va être full. Exact, on va être full clean PG au début des années 90 à cause de tous les scandales. Fait que là, t'as comme. Puis de l'autre bord, t'as toute la compétition qui commence à être meilleure. Fait que non, assurément, je pense que ça a été. Le début de l'Attitude Era, on l'associe peu à la compétition de la même époque, mais moi je la vois en réponse, oui, de la WCW, mais la WCW, elle attaquait pas de cette manière-là. C'est la ECW qui attaquait ses angles comme l'Attitude Era a fait par la suite. Fait que, bravo, félicitations à Paul Heyman, amplement mérité. Amplement mérité. Ça pour